bonjour tout le monde, bienvenue, enfin même bonsoir plutôt, bienvenue sur ce live du dimanche soir qui va être consacré un peu à l'actualité politique. Il y a pas mal de choses à dire, déjà il y a la primaire écologiste ce soir, il y a également hier LR qui ont choisi leur mode de désignation du candidat, il y a eu le débat de jeudi Mélenchon-Zemmour. Il y a eu aussi un peu les actualités des dernières semaines au PS avec Arnaud Montebourg à suivre. Il y a également faire un point un peu sur qui veut se présenter au présidentiel. Il y a quand même pas mal de monde. Donc on va faire un petit point sur là-dessus, discuter de ça ensemble. Et on aura un invité pour en discuter ce soir. Donc on sera deux à pouvoir échanger sur le sujet si ça marche. Attention, si ça marche. Je lui dis qu'il feu, j'ai lancé. Donc il y a pas mal de choses à dire. Déjà, on va pouvoir regarder un peu quels sont les résultats des primaires écologistes. Est-ce que les résultats sont tombés ou pas? On va voir ça. C'est pas l'air encore d'être tombé ici. Primaire écologiste. On va aussi suivre l'actualité. Hop. Primaire écologiste. On va essayer de voir si les résultats sont tombés. Ça devrait pas tarder là. Donc on a le second tour, donc Jadot-Rousseau. Sur le papier, Jadot serait quand même plutôt favori au second tour, mais ça peut. Ah, de samedi à mardi. Ah non, d'accord. La primaire écologiste se finit pas ce soir. Mais c'était pas dimanche. D'accord. La dernière fois, ça s'était terminé le dimanche. D'accord. Donc ça se termine pas. Ok, donc on n'aura pas les résultats ce soir. On aura les résultats que mardi de la primaire. Ok, bon, il y a quand même pas mal d'autres choses à traiter. Alors, est-ce que la réponse à l'appel fonctionne? Veuillez autoriser, oui. Oui, mais c'est autorisé. Allô? Salutations. Salut. Alors, attends, parle là pour voir. Je crois qu'on t'entend. Oui, ça a l'air de Oui, fonctionner. bonsoir. C'est bon, normalement on t'entend bien. Oui, parce qu'en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé de mon côté le son. D'accord. Parce que Ok. là, en gros, tu sais, j'ai allumé Twitch et tout. Mais bon, oui, j'ai vu que tu as fait un partage d'écran en mode on est sur Zoom. Oui, après, j'ai pas partagé l'écran de notre communication, mais de Politiforum, Oui, oui, Politique bah oui. Mania, Oui. pouvoir. Par contre, là, tu parlais des résultats de la primaire. Oui, non, c'est Moi, pas de ce que j'ai aujourd'hui. vu, c'est Oui, mardi. ouais, c'est ce que j'ai vu. Mais en fait, je pensais que c'était aussi dimanche parce que comme la dernière, ça avait été dimanche les résultats du premier tour. Je pensais que c'était comme pour les autres élections. Mais en fait, non, c'est mardi. Mais on peut un peu parler du premier tour où les résultats ont été quand même assez serrés entre Ah quatre oui. principaux candidats. Et ce qu'on observe chez les écolos, c'est que quasiment à chaque fois, le favori fait pas les scores attendus. Parce qu'en 2012, Hulot était grand favori, il a perdu assez largement face à Eva Joly. En 2017, Cécile Duflot, la première était en 2016. En 2016, Cécile Duflot, c'était la grande favorite aussi. Et pourtant, elle a été même pas qualifiée au second tour. Et En 2002 aussi, il y avait eu un truc marrant. C'était déjà à l'époque, je crois que c'était ma mère le favori, et puis finalement c'était Alain Lipietz qui était passé, puis ensuite il s'est désisté. Alors oui, je parce sais plus la raison. il y a eu une Ouais, ma histoire mère de a été propos exactement. polémiques qu'il a tenu. Et du coup, il y a eu un vote interne chez les écolos pour qu'il ne soit plus candidat. Puis un vote interne pour dire est-ce que Noël Mamère va être candidat ou pas. En sachant que Noël Mamère avait à la base dit qu'il refuserait catégoriquement d'y aller. Et finalement, il y est allé. Et c'est lui qui a réalisé Ils le ont fait meilleur leur score référendum. jamais réalisé par un candidat écologiste au présidentiel malgré tout ce bordel. Mm. Alors pourtant, Ah oui. alors qu'il y avait la concurrence de Corinne Lepage sur un créneau écolo aussi. Mm, mm. Mais c'est vrai que ça avait été un sacré rodage. Mais les primaires écologistes sont souvent assez étonnantes. Ils aiment pas faire comme tout le monde, Ouais, j'ai l'impression. exactement. Oui, enfin,
là, je pense qu'on est parti sur une victoire. Enfin, si les électeurs de Bateau et de Piolle sont logiques, on est parti sur une victoire de Sandrine Rousseau. Donc oui, en général, les écolos préfèrent choisir, préfèrent casser le favori, celui qui peut potentiellement ou celle qui peut mener potentiellement leur camp le plus proche de la Hmm. victoire ou du moins d'un score Ouais. intéressant. Après, là, je sais pas si Rousseau enfin, sera si favorite que ça, parce que Piolle ni Bateau n'ont affiché leur soutien pour elle, et plusieurs de leurs proches ont soutenu Jadot. Il y a plusieurs proches d'Éric Mhm. Piolle qui ont soutenu Jadot. Donc c'est pas si gagné que ça. Le fait d'être arrivé en tête au premier tour peut lui donner un léger avantage, mais après c'est vrai que Noël Mamère était largement en tête en 2002 au premier tour des primaires, il a quand même perdu. Euh, je sens que le second tour est très ouvert selon moi. Mhm. Oui, après, ça dépend aussi de comment vont réagir les électeurs qui ne sont pas réellement écologistes et qui se sont ingérés dans la primaire, qui se sont inscrits pour justement faire du vote stratégique, que ce soit des gens de droite ou des gens d'autres proches d'autres organisations de gauche. Ça va dépendre aussi de ce que vont faire ces gens-là, vu que cette fois, nous sommes dans une primaire ouverte, contrairement à d'autres fois. Oui. D'ailleurs, toi, t'étais inscrit, toi, c'est ça du coup? Oui, exactement. Moi, j'ai voté de manière très révolutionnaire pour Delphine Bateau. D'accord. Et du coup, au second tour, toi, tu comptes faire quoi? Tu vas voter Et au second cette tour? fois, je suis en train de me tâter. Donc, si à tout hasard, nous avons des spectateurs qui arrivent et tout, mettez en commentaire pour qui je devrais voter, pour qui, selon vous, on est en droit d'attendre quelque chose entre Sandrine Rousseau et Yannick Jadot, qui, selon vous, peut éventuellement servir le mieux son camp ou servir la gauche, même si on est ambitieux. Hmm. Bah, en termes de positionnement politique, c'est vrai que Rousseau est la plus à gauche. Après, en termes de score, je pense que Jadot est celui qui a le plus grand potentiel électoral. Euh, et puis en plus, il n'est pas totalement impossible que Hidalgo se désiste en faveur de Jadot. Parce que c'est quand même une OPS qui est plutôt écolo-compatible. Il n'y a qu'à voir comment l'électorat écolo à Paris vote pour elle. Elle a quand même besoin d'avoir gardé la fidélité de cet électorat-là. Et donc, se désister en faveur d'un candidat écolo présidentiel serait un moyen de s'assurer le soutien des écolos à Paris, d'apparaître comme quelqu'un de rassembleuse en plus, en faisant un beau geste comme ça, et de pouvoir ainsi éventuellement pouvoir viser un peu plus loin. Parce que enfin, je pense que si elle est réaliste, elle sait qu'elle n'a aucune chance en se présentant cette année pour le PS. Mm. Oui, absolument. Surtout que bon, je sais pas si nos amis, oui, on peut dire nos amis quand même, socialistes, regardent uniquement les sondages pour se faire un avis ou non pas que ça en guise de paramètre, j'espère pour eux, mais en tout cas, il semblerait que le début de dynamique d'Anne Hidalgo soit déjà en train de s'effondrer sous les coups de boutoir d'Arnaud Montebourg qui voudrait bien y aller, même s'il n'a ni de moyens conséquents ni de réseau. Oui, Donc la du coup, il candidature y a un de mon... décalage au niveau des socialos. Comment vont-ils se départager? Vont-ils laisser Montebourg essayer d'aller au bout de son aventure? Parce qu'évidemment, il faut les 500 sacrés Oui, parrainages pour et honnêtement, présenter des dans l'état actuel des candidatures, je ne le vois pas y l'avoir parce que il y aura peu d'élus PS qui vont le parrainer si le PS a son candidat. Les élus communistes ont leur candidat. Les élus écolos ont leur candidat. Et dans les élus divers coches, il y a déjà Mélenchon qui va essayer d'en récupérer le maximum parce qu'il n'a pas les parrainages communistes Oui, cette fois-là. Donc la oui, oui. recherche pour Montebourg sans d'importants réseaux, ça va être compliqué pour lui. Donc à moins qu'il... Que... Oui, exactement. Par contre, c'est sûr que si Hidalgo se désiste pour Jadot, là, il pourrait récupérer une partie des parrainages du PS. Si le PCF se désiste pour un candidat, là aussi, il pourrait récupérer quelques parrainages. Mais sinon, dans l'état actuel des choses, je le vois mal avoir ces parrainages. C'est comme à droite. Si Dupont-Aignan, Poisson, Philippot, Zemmour, ils vont tous, il y aura de l'embouteillage. Ah oui, là, c'est sûr. Après, Là, c'est d'ailleurs, sûr. Après, ce qui est drôle en plus, c'est tombé, je ne sais pas si tu l'as vu concernant les Républicains, il n'y aura pas de primaire ouverte, il y oui, aura une
primaire fermée qui va ressembler du coup à la consultation interne du PCF. Donc on va voir ce que ça va donner et surtout on va voir s'il n'y aura pas deux candidatures au niveau de la droite classique, entre autres le gagnant de cette consultation et Xavier Bertrand. Après, Xavier Bertrand, lui, était plutôt favorable, je trouve, justement à un congrès fermé, en espérant du coup que ce congrès soit surtout là pour valider qu'il soit candidat. Je suis pas sûr que ce soit la stratégie la meilleure de sa part, parce que je pense qu'il avait plus de chances dans le cadre d'une primaire ouverte que dans un congrès fermé, parce que de ce que j'ai eu sur le forum Politique Mania, il y a quelques militants de LR qui pouvaient apprécier un peu Bertrand à l'origine, mais que c'est un peu le choix qu'il a fait de quitter LR et de tenter de faire cavalier seul, l'ont fait beaucoup moins apprécier. Alors que dans un électorat de droite qui est pas membre de LR, il aurait eu, je pense, plus ses chances. Donc je sais pas, soit il a eu des garanties de la part de cadors de LR qui s'arrangerait pour le Congrès en sa faveur, soit sinon je comprends pas trop sa stratégie. À moins que ce soit sa stratégie, soit de diviser la droite pour offrir le siège à la présidence à Macron et avoir un poste de ministre après, je sais pas. Mais dans l'état actuel des choses, je comprends pas trop à quoi il joue. Après aussi, la question que je me pose, c'est au niveau de cette consultation interne, sera-t-elle vraiment interne ou alors est-ce que ça va être mis en commun avec Xavier Bertrand, je ne sais même pas s'il y a une organisation, mais avec l'organisation à minima de Valérie Pécresse, le Parti Libre, qui m'a l'air d'être plus un syndicat d'élus qu'autre chose. Oui, c'est vraiment un mouvement fait un peu pour promouvoir Pécresse, mais qui est extrêmement proche de LR. Mais d'après ce que j'ai compris, ça serait que les adhérents de LR. Et d'ailleurs, le mouvement d'Hervé Morin, les centristes, qui est aussi très proche de LR, est moyennement satisfait de ce choix. J'ai vu que plusieurs élus donc, de ce mouvement ont protesté. Et d'ailleurs, en plus, en faisant du coup ce choix, ils risquent de perdre l'appui d'élus de centre droit qui pourraient soit aller vers une candidature autonome entre Macron et LR, soit rallier directement Macron, notamment à travers le mouvement politique d'Édouard Philippe que celui-ci veut lancer, qui serait une sorte de pôle droite de la majorité. Tant qu'on est dans ce vaste bazar qui est la droite classique / le centre droit, je ne sais pas si tu as vu ça dans les études d'opinion, mais il y a une hypothèse Lagarde, le patron de l'UDI, je ne sais pas ce qu'il fait là, je ne sais même pas s'il s'était déclaré candidat. Oui, et je ne sais même pas si il n'a pas des soucis. Quelque chose, il n'y a pas des soucis avec la justice, lui encore? Oui, entre deux âneries, ça lui arrive d'avoir des soucis avec la justice. Oui, de toute façon, c'est comment l'UDI gère la Seine-Saint-Denis, ça fait rêver. Ouais. Honnêtement, une candidature de Lagarde, déjà, son score aux européennes n'a pas été ouf. Et puis, avec les problèmes judiciaires qu'il a en plus récemment, je le vois vraiment pas aller tenter une candidature au présidentiel. Il a été devant Brossa, pas grand-chose. Donc, écoute, ouais. Oui, mais disons que c'est déjà un petit. Ouais, mais le PCF a encore plus comme un réseau de militants et d'élus supérieur à celui qui reste de l'UDI, parce que l'UDI, depuis qu'ils ont perdu l'Alliance centriste, le Parti radical et les proches d'Hervé Morin, il reste plus grand-chose. Hein. Ah oui, ça c'est sûr, ça doit être assez squelettique. C'est sûr. Et je sais en tout cas qu'ils ont quand même un petit réseau d'élus bien sympathique que d'autres partis aimeraient bien avoir. Enfin, oui. De toute façon, c'est un parmi d'autres au niveau des descendants de l'UDF. Oui, Je pense que, mettons, si le NPA pour la gauche ou Debout la France avait ce réseau d'élus-là, il serait content. Hein. Oui, le NPA, on peut en parler du NPA, je pense que leurs chances de se présenter sont maintenant proches de zéro, vu la division qu'ils ont, leur scission, le fait qu'ils aient soit deux candidats à chercher les parrainages, et qu'en plus, du coup, parce que Poutou, il avait réussi en partie à se présenter grâce au parrainage de certains élus communistes. Notamment, il me semble que le fils d'André Chassaigne avait parrainé Poutou en 2017. Il semble avoir vu exactement, sauf que ce qu'ils n'avaient pas pris en compte, enfin ce qu'ils n'ont peut-être pas pris en compte cette fois, et si c'est le cas, ils sont vraiment cons, c'est que cette fois, il y a un candidat du PCF et qu'en gros, les parrainages Poutou, c'était en mode par défaut. Mais bon, aussi, il y avait des maires proches du PS ou dans ce réseau-là qui avaient parrainé à une époque Poutou. Moi, par exemple, je me souviens
d'un ancien maire du village de mes grands-parents, Saint-Lyon-sur-Vézère, qui avait parrainé Philippe Poutou. Il était proche du PS et à l'époque, comme le fait classiquement le PS, c'est surtout pour déstabiliser une candidature à leur gauche qui est un peu trop grosse et inquiétante, soit la candidature Mélenchon à l'époque. Ouais, mais là, cette année, les choses sont différentes. Donc bon, là, cette fois, c'est sûr que pour trouver des parrainages, ils vont bien galérer. Surtout en s'y mettant en deux. Soit Cazoub, soit Poutou est candidat, ça tiendra du miracle. Et si les deux veulent l'être en même temps, ça va, je pense qu'ils vont se neutraliser. Parce que ça se trouve, ils auront genre 300 parrainages chacun. À eux deux, ils auraient pu avoir un candidat, mais qu'aucun des deux le sera. J'ai vu, je sais pas si. Ah, t'as perdu. Nous avons perdu. Oui, c'est pas improbable. On a quelques soucis de connexion. Éventuellement, peut-être voir si tu peux couper ta caméra pour envoyer que le son. On a quelques soucis d'envoi. Alors. Hop. Est-ce que c'est mieux là? Voilà, je sais même pas pourquoi j'ai mis ma caméra, ça ne pas grand chose. Voilà, et là j'ai l'impression que c'est plus fluide déjà. Moi j'ai pas de soucis en tout cas. Ouais, mais moi ça pouvait être peut-être plus de mal à passer parce que comme je stream en même temps, j'envoie sur la connexion. Et du coup, oui, que le NPA n'ait pas de coût au final, c'est probable. Moi je suis sur la. Et au final, il est probable qu'il y ait que lutte ouvrière à l'extrême gauche au final, qui eux auront probablement leur parrainage comme à chaque fois, avec leur à la fois quelques parrainages de droite et puis leurs militants extrêmement motivés pour la recherche de parrainage. Ah oui, ça c'est sûr. Ils s'y connaissent, ils y vont tout le temps. Ils ont un réseau d'élus qui n'est pas du tout de leur bord qu'ils entretiennent. Parce qu'en même temps, ils sont bien obligés parce que sinon, Arlette, puis maintenant Nathalie, ne pourraient pas se présenter, hein, vu que le réseau d'élus ouvrière est extrêmement faible et sur le tout petit peu qu'ils ont, je crois qu'il y en a peut-être même pas un qui est en capacité de parrainer quoi que ce soit. Je pense pas. Ils ont quelques conseillers municipaux, quelques conseillers d'agglo. Les conseillers d'agglo, c'est utile pour avoir des parrainages parce que dans les agglos, tous les maires siègent. Donc, quand tu es conseiller d'agglo, tu fréquentes régulièrement des maires et tu peux réussir à les approcher pour obtenir des parrainages. Mais Oui, exactement. Je sais que par exemple, en Yvelines, ils ont un élu à Mantes-la-Jolie. Alors, Mantes-la-Jolie, c'est marrant comme petite ville parce qu'en gros, c'est très à droite, mais au niveau de la gauche, c'est le peu de gens qui votent à gauche, c'est très à gauche, quoi. Oui, il y a lutte ouvrière fait du sport assez bon, même si bon, il y a un taux d'abstention assez gros parce que c'est une ville de banlieue typique. Et ensuite, la section du Parti communiste qui est présente est très très offensive. Oui, c'est un peu comme il y a des endroits comme ça où c'est très clivé entre une ville qui est un bastion de droite, mais tu as quelques quartiers très à gauche où c'est des bastions plutôt communistes ou extrême gauche. À plus grande échelle, c'est le cas des Hauts-de-Seine. Les Hauts-de-Seine s'épanchent globalement à droite, mais ce qui est à gauche, c'est quasiment que du communiste, en termes d'élus en tout cas. Au Conseil général, les oppositions, c'est quasiment les communistes. Parce que les seuls endroits qui votent à gauche, c'est les bastions rouges. Oui, ça c'est sûr. En gros, quand la gauche va bien, les socialistes, voire les écolos en prennent un peu, et puis après, quand la gauche va mal en Haute-Seine, les socialistes et les écolos perdent tout, et en général, le Parti communiste garde les 3 lopins qui lui restent, que les gaullistes n'ont jamais réussi à prendre. Ouais. Haute-Seine, t'as Gennevilliers et Neuilly-sur-Seine qui sont quasiment à côté. Le contraste est assez violent. Ah oui, ça c'est sûr. Et sinon, après dans l'actualité, il y a eu le débat de jeudi. Je sais pas si tu as vu un peu des extraits, si on peut regarder ce que ça avait donné. Non, moi personnellement, je regarde un peu l'actualité électorale internationale. Parce que là, moi, j'ai pas la télé ici et j'ai pas pris le temps de trop regarder de rediff sur YouTube ou de direct. D'accord, moi j'ai pu regarder en direct. D'ailleurs, en parlant de politique internationale, après ça, on pourra regarder un peu les résultats en Allemagne. On aura fini de parler du débat de jeudi. Mais du coup, moi j'ai regardé
Alors, on s'est pas ennuyé globalement. Les deux ont été à leur niveau. Après, ce qui m'a un peu étonné de Zemmour, c'est il est sorti un peu de ses thèmes habituels. En fait, le gros du débat a quand même tourné autour de l'immigration, mais on a un peu entendu parler d'économie. Après, bon, voilà, c'est resté sur un discours assez classique, rien de novateur. C'est lutter contre l'assistanat et il faut produire en France, et parler d'écologie en défendant le nucléaire. Donc on voit, mais voilà, c'est quelque chose d'assez nouveau chez Zemmour de parler d'autre chose que l'islam, immigration. Et c'est pour moi déjà, c'est un signe, je pense, qu'il va aller vers une candidature parce que ça montre que c'est plus juste un polémiste, mais qu'il a entre guillemets un projet pour la France. Pareil, j'ai l'impression qu'il s'est un peu recentré au niveau du discours. Par exemple, on n'est plus à tous les immigrés, tous les musulmans sont des criminels, sont des assassins, sont des voleurs. Là, il a dit non, heureusement, tous les musulmans ne sont pas des terroristes, tous les musulmans ne sont pas des délinquants. Donc, c'est quand même un discours que Zemmour ne dit pas. Bon, après, juste après, il a dit par contre, tous les terroristes sont musulmans. Donc, bon, ça commençait bien, mais ça a quand même dérapé. Mais on sent, présente un peu de volonté quand même de se modérer un peu pour plus être juste dans la polémique, mais être un candidat. Donc, même s'il ne s'est pas déclaré. Non, mais de toute façon. Je pense qu'il veut se présenter et je pense que le fait qu'il se déclare pas, c'est parce qu'il sait que tant qu'il se déclare pas, tous les médias sont en boucle en train de se demander s'il va se présenter. Donc il maintient le suspense pour qu'on parle de lui et quand il verra que ça marche plus trop, il va se déclarer. À voir. Mais oui, vu ce que tu as dit, bon, j'essaierai de regarder ce débat quand j'aurai que ça à faire, parce que j'ai vu quand même qu'il dure 2 heures et quelques et qu'il est coupé avec pas mal de soi-disant fact-checking de BFM qui apparemment, d'après un youtubeur, Greg Tabibian entre autres, c'est complètement à chier, c'est du travail bien bâclé. Je pense que si Éric Zemmour veut être candidat et veut servir à quelque chose dans ce paysage politique ultra morcelé, il va falloir qu'il soit plus radical que Marine Le Pen sur bien des questions, parce que bon, s'il la joue comme Marine Le Pen qui se présente comme plus modérée qu'elle ne l'a été en 2012 et en 2017, bah, sans doute que les électeurs d'extrême droite en recherche de radicalité qui justement ont été déçus au régional, voire même pour certains aux européennes par le RN, ne se déporteront pas sur Zemmour. Donc finalement, après, il va jouer à un jeu d'équilibriste. Oui, parce que s'il reste trop dans la radicalité, même s'il arrive à se qualifier, il n'aura aucune chance au second tour. Il doit réussir à la fois à attirer assez d'électeurs de Front National, mais on attire aussi une partie de la droite plus traditionnelle. Notamment, j'ai vu que Poisson envisageait de se retirer pour Zemmour, s'il y allait. Donc ça serait un peu les réseaux Christine Boutin, Manif pour tous, qui pourraient rallier Zemmour. Ça pourrait lui être utile. Il a été avec Marion Maréchal la week-end en Europe de l'Est. Le nom du pays ne me revient plus. Avec Orban. Oui, voilà, exactement, le Premier ministre hongrois. Merci la Hongrie. Le chef de la droite dure. Et donc, est-ce que Marion Maréchal pourrait rallier Zemmour contre sa tante? Ça serait un sale coup pour Marine Le Pen, ça. Oui, en effet, d'autant qu'elle est extrêmement populaire, à la partie la plus radicalisée des sympathisants et proches du Rassemblement national. Oui, donc ça serait, je pense, il va tenter de faire un peu un agglomérat de ça, des réseaux de Boutin, réseau de Philippe de Villiers aussi, qui a quelques sympathies pour lui. Oui, il reste, même si le NPF, il n'en reste plus grand-chose. Oui, mais De Villiers a encore une certaine aura, une certaine influence en Vendée. Ah oui, absolument. Donc, est-ce que Ménard aussi pourrait rallier Zemmour? Ça lui apporterait quand même aussi des soutiens dans l'Hérault et des parrainages. Ah, Ménard, attention, il a justement fait une déclaration dans le sens inverse pour dire qu'au contraire, Zemmour devait rallier Marine Le Pen qui avait plus de chances. Oui, après, il a dit ça quand? Oh, bah, c'est pas non plus extrêmement vieillot, hein. Ça peut se retrouver, à mon avis. Oui, parce que après, je pensais avoir aussi la courbe des sondages. Oui, absolument. Je pense que Ménard regarde surtout la courbe des sondages avant de regarder au plan idéologique, parce que c'est vrai que moi, personnellement, ça m'a un peu surpris, vu que je le vois bien plutôt
en mode Orban, c'est-à-dire droite bien radicale qui essaie non plus de pas s'afficher comme étant la plus à droite. Enfin bon, après Orban, il a de la chance en Hongrie, étant donné qu'il y a un machin bien plus à droite que lui là-bas qui s'appelle le Jobbik, un truc de gros tabanard. Ouais, c'est un truc de Plus limite proche du coup, néo-nazi, limite ça. voilà, c'est des bons vieux néo-nazis, Ouais. le Par contre, Jobbik. Enfin, il y a des trucs plus à droite que son parti, le Fidesz, donc hmm, c'est en ça qu'il a de la chance. Alors que Zemmour, lui, c'est plutôt lui, pour l'instant, pour certains observateurs, qui paraît être plus à droite que Marine Le Pen. hmm. Donc, je pense que Ménard pense que Le Pen peut être enfin, Le Pen peut avoir de la chance, grâce à la candidature Zemmour, de passer pour plus modéré. Comme ça a été le cas en 2017 pour certains observateurs, Mélenchon a pu faire de bons scores parce que dans les débats, certains voyaient qu'il y avait plus radical que lui, entre autres Poutou et Artaud. Hmm. Donc du coup, ça l'a modéré mécaniquement. Oui, oui, c'est vrai Ça, que c'était l'analyse du ça a pu jouer. Mais, euh, mais c'est paradoxal parce que Zemmour, d'un côté, apparaît plus paradoxal, mais d'un autre côté, il arrive à attirer des élus de droite qui iraient pas au FN de base. Parce que juste, il n'a pas l'étiquette FN. Et il n'a pas non plus le nom de la grande marque Le Pen aussi, Oui, qui en dégoûte certains. du coup, il peut être paradoxalement plus radical, tout en apparaissant plus modéré et moins sulfureux aux yeux de certains. C'est tout le paradoxe. Et en plus, Zemmour, je pense, a un autre avantage, c'est que il est neuf en politique, il s'est jamais présenté, et donc il peut plaire à un électorat qui est d'écouter des hommes politiques qui ne voterait pas pour quelqu'un d'autre. Notamment, il a une certaine popularité chez les jeunes d'après les sondages. Ah oui, absolument. Et donc, il pourrait un peu faire un peu un coup à la Macron en 2017 ou un Trump en 2016 aux États-Unis. C'est quelqu'un de nouveau en politique qui arrive comme ça à apparaître comme le renouveau, quoi. Ah oui, absolument. Donc, c'est. Oui, absolument. Après, tout ce que tu dis au niveau de la jeunesse, enfin, on peut parler aussi des électorats et tout. L'électorat jeune, ça fait plusieurs élections, et même c'est typique, et en recherche de radicalité, vu qu'en 2017, on a bien vu que c'était les candidatures Le Pen, enfin Mélenchon et ensuite Le Pen qui avaient été plébiscitées par la jeunesse. Je crois que ça avait fait plus de 50% et quelques Oui, bah, de part de marché électoral. je peux retrouver Qui ça. revenait ensuite Macron et ensuite tout le reste faisait des scores astérisides. Oui, et chez les étudiants, c'était surtout Mélenchon. Alors, Donc oui, l'aspect résultat. nouveauté radical, ça peut plaire aux jeunes. Quand même. Alors, je vais essayer de retrouver les résultats par Qu'est-ce catégorie que tu cherches là? sociaux ou professionnels de 2017. Pour les résultats par catégorie d'âge. Ah, mais je crois que sur Wikipédia, tu peux trouver ça. Oui, oui, mais c'est pas sur cette page-là. Je sais qu'il y a une page qui résume ça, mais je vais essayer de la retrouver. Mais oui, la jeunesse a envie de quelque chose de changement. La jeunesse a toujours eu envie de quelque chose qui changeait. C'est un peu une caractéristique de la jeunesse depuis longtemps. C'est que ils ont envie de changement parce que ils sont la nouvelle génération. Ils arrivent dans un monde qu'ils n'ont pas fait, en n'ayant pas des acquis, et ils ont envie voilà, que les choses changent. Alors, on a quoi par nana, ça c'est ouvrier, nana, chômeur, j'essaie par catégorie d'âge. Voilà, catégorie d'âge. 18-24 ans, on avait. Alors, il y a une enquête d'opinion qui donnait 29% à Mélenchon, 23% à Macron, 21% à Le Pen, et une autre qui dit que Mélenchon est un 27. Chez les plus jeunes, Marine Le Pen, c'est pas là qu'elle faisait son meilleur score. C'était plus après chez les 25-34 ans, les 35. De quoi? De mémoire, c'est en 2012 qu'elle arrive en tête Oui, des jeunes. oui, elle avait fait moins bon chez les jeunes en 2017. Mélenchon avait réussi plus à cartonner. Par contre, chez les 25-34 ans, elle était à 24. Elle était à 29 chez les 35-49 ans. Donc c'était plutôt chez le milieu d'âge qu'elle faisait ses meilleurs scores cette fois-ci. Et les très vieux restaient acquis à LR, qui était le seul endroit où Fillon faisait des scores importants. En effet. Mais par contre, oui, Macron avait séduit les jeunes parce qu'il avait le côté nouveau en politique, je pense. Oui, Puis, en absolument. plus d'être lui-même jeune. Puis il avait aspiré tout le potentiel en passant
qu'il y avait eu autour de la primaire de la droite au niveau de certains candidats, je pense évidemment et avant tout à Alain Juppé qui avait, contrairement à son âge, attiré pas mal de gens de notre âge qui avaient la vingtaine, entre la vingtaine et début de la trentaine. Et tous ces gens-là s'étaient déportés sur Macron. Parce que bon, Fillon faisait plus droite radicale et plus vieillot au plan de la forme, du moins. Oui, bah Même, Fillon, c'était le candidat Manif pour tous, conservateur. C'était voilà, c'était vraiment ce candidat-là. voilà, la Sarkozy, droite vieillot. il faisait aussi le passé parce que c'était un ancien président. Juppé, du coup, bon, il a été Premier ministre, mais il arrivait plus à présenter comme nouveau que Sarkozy et avec un programme moins réactionnaire que Fillon. Et oui, c'est en ça que Juppé était magnifique parce que c'est un vieux de la vieille qui arrivait à se montrer jeune aussi grâce à des techniques de communication assez habiles. On le voyait par exemple avec ses fanas, enfin ses jeunes groupies jouer, tu sais, au beer pong, ce genre de choses. Oui, oui, Alors c'est là, vrai, il y avait ça. forcément, Il était allé aussi à alors je sais pas comment ça s'appelle le festival un peu geek de Bordeaux avec plein de youtubeurs. Il était allé voir notamment l'équipe de Noob. Il s'était rendu sur place. Ça m'avait un peu fait rigoler. ah, ouais. Genre, maintenant, les festivals geeks, ça va être le futur du salon d'agriculture en fait. Ah, c'est pas impossible, oui, parce qu'après, bon, tu remarques que c'est un peu la même chose parce que les agriculteurs, bon, ils sont bien moins nombreux que les jeunes, on est d'accord, mais on va dire que c'est un bastion intéressant pour n'importe quel politicien. Alors, être en tête dans la classe ouvrière, dans la classe paysanne ou chez les jeunes, toutes catégories confondues, c'est intéressant, c'est valorisant. Mm. Oui, Ça rapporte pas non plus forcément à fond au plan électoral, mais c'est valorisant, on va dire, sur ton CV, oui. Et comme puis si tu, providentiel de la cinquième c'est sûr. République. Et au niveau local, c'est intéressant dans des scrutins intermédiaires parce que les agriculteurs ont un taux de participation quand même plutôt élevé comparé aux jeunes ou aux ouvriers. Et quand tu es élu en campagne, ben, il commence à représenter un peu plus d'électeurs, que ce soit les agriculteurs ou les anciens agriculteurs, tout ce qui est retraité agricole, il y a quand même encore un certain nombre, et plus l'influence du monde agricole qui peut encore peser un peu dans certaines campagnes. Donc, Oui, absolument. alors, on a un commentaire de Shaikro. Salut à vous, vous pensez quoi de Zemmour en tant que candidat et de son programme? Est-ce que quelqu'un pour qui vous voudriez voter ou non? Pourquoi? Non, pas du tout de mon côté. Euh, bon, pour l'instant, son programme reste assez flou, mais globalement, son discours sur l'immigration, je ne suis absolument pas d'accord avec. Je ne suis absolument pas d'accord avec son discours sur l'islam. Son discours, le peu de discours économique qu'il a eu, notamment sa dénonciation de l'assistanat, c'est une vieille rengaine anti-pauvre que j'ai toujours été contre. Et en plus, Zemmour, c'est quelqu'un qui fait du révisionnisme historique. J'ai d'ailleurs fait une vidéo là-dessus sur ma chaîne YouTube qui s'est fait pas mal défoncer par les fans de Zemmour, ce qui me donne encore moins envie de voter pour lui. Donc voilà, Nicolas, je te laisse répondre si tu veux. Oui, bah, j'adhère totalement à tout ce que tu viens de dire, mais bon, je vais rajouter un truc aussi qui emmerde généralement les gens d'extrême droite, dans le sens où ces derniers se prétendent généralement patriotes et compagnie, mais ne sont même pas foutus d'être anti-UE. Mm. Donc, tout le bazar autour de l'immigration ou surtout pour Marine Le Pen, de leur discours protectionniste au plan économique, puisque bon, pour Zemmour, j'attends de voir précisément ce qui va nous pondre là-dessus. Mm. C'est du chiquet total, vu que ces gens-là vont en réalité faire ce que Bruxelles leur dit, et en plus ne gagneront rien, contrairement au gouvernement d'extrême droite polonais ou de droite dure hongrois, parce que bon, la Pologne et la Hongrie, c'est des gens qui sont bénéficiaires nets du budget de l'Union européenne au niveau des aides et compagnie. Donc les Hongrois se font payer leur grillage et les Polonais se font financer leur politique de ségrégation des LGBT tranquillos, enfin, directement ou indirectement. Et en France, nous sommes contributeurs nets, ce qui veut dire que nous filons de la thune à ces gens-là. Super. Donc, en gros, quand l'extrême droite sera au pouvoir, ils devront filer de la thune à des gouvernements progressistes au passage, enfin largement plus progressistes qu'eux. Je pense notamment aux gouvernements de la péninsule ibérique qui font des choses assez intéressantes parfois ou en ce moment. Je pense par exemple à l'Espagne qui est en train
avec son gouvernement de gauche mené par les socialistes et aussi la coalition Unidas Podemos de nationaliser l'énergie. Ce que nous avons, nous, vécu après la Seconde Guerre mondiale, ils sont en train de le faire. Mm. Mais concrètement, voilà, Zemmour comme Le Pen, ça n'apportera rien de nouveau. Ce sera toujours le même petit train-train. Et même pour tout ce qui est de la rengaine raciste, en réalité, ils ne feront strictement rien, vu qu'en plus Marine Le Pen, en parlant au niveau de Schengen, avait dit qu'elle n'en sortirait pas, qu'elle n'y toucherait pas. Donc en gros, même là-dessus, même pour les bons gros racistes, je suis désolé pour vous, mais malheureusement, rien ne changera. Il y aura toujours. Vous devrez supporter malheureusement pour vous la diversité que nous à gauche, nous chérissons. Désolé pour vous. Voilà Oui, ce que j'avais à dire là-dessus. c'est Zemmour, il faudra voir quelle va être sa position sur la question de l'Europe. Je sais il s'est dit pour la sortie de l'OTAN, mais sur l'Europe, pour l'instant, j'ai l'impression qu'il est plutôt à vouloir une ligne à la Orban, donc au final rester dans l'Union européenne. Après, à voir qu'est-ce qu'il va prendre comme projet concrètement quand il aura un programme bien établi. Mais probablement qu'il va être un peu dans un flou de désobéissance, mais pas de sortie. Oui, bah, ce qui est capable en ce moment de nous pondre Mélenchon ou Le Pen, quoi. Oui, Rien de novateur au plan de l'offre politique. oui, Mais Zemmour, ça, après, je pense, pas novateur sur le plan du programme, mais comme Macron n'avait pas été novateur en termes de programme non plus, mais il va surtout chercher à être novateur en termes d'image, ah oui, absolument. plus qu'autre chose. Et je pense que malheureusement, il y a des gens qui peuvent se laisser avoir par cet enrobage, plus que par un Mhm. projet novateur. Ah non, mais ça c'est sûr. La dépolitisation est tellement massive dans ce pays qu'aujourd'hui, un type qui présente bien ou un type qui a l'air de savoir ce qu'il dit et ce qu'il fait, ça suffit pour être élu. Enfin, on a l'exemple avec Macron, déjà à l'époque, en 2007, en 2012, avec Sarkozy, Hollande, on pouvait commencer à se poser des questions, mais là, ça devient grave. Il suffit d'avoir soit une belle trogne comme Macron, soit d'avoir l'air un peu sûr de soi et de balancer de bonnes grosses punchlines comme Eric Zemmour pour faire des scores intéressants. Oui, Donc bon, chers auditeurs et auditrices, si vous avez une belle gueule ou que vous avez un minimum de charisme, n'hésitez pas à postuler et à commencer à chercher vos 500 parrainages. ouais, Moi, moi c'est je ce que je dis vous dis. Nicolas 2027. Je voulais à la base, je voulais Ah, 2022, mais ça va être compliqué. malheureusement pour la beauté, ça va être compliqué. Après, Bon, Zemmour n'a pas la beauté. Ah bah oui, ça c'est sûr, mais bon, comme j'ai dit, il balance de bonnes punchlines quand même. Enfin, Oui, c'est un bon débatteur, il faut le reconnaître, il sait se débrouiller un minimum oui, bah dans des débats, enfin, surtout un contre un. Après, dans un gros machin collectif comme on avait eu en 2017 avec tous les candidats, je sais pas ce que ça donnera. Je sais même oui, pas s'ils referont ça. je sais pas. Alors c'est très, ça serait sûrement assez amusant parce que t'as des interactions entre candidats que t'avais pas l'habitude de voir et le débat de 2017 avait pas apporté grand chose en termes d'éclaircissement du débat politique. Par contre, en termes de fun, ça avait été quelque chose. Ah, mais pas que de fun, pas que de fun. Il y a eu des conséquences quand même. Oui, Surtout le premier débat a eu une conséquence énormissime. C'est qu'en gros, il a permis la bascule à gauche parce que, si tu t'en souviens bien à l'époque, Hamon et Mélenchon évoluaient dans les sondages de manière parallèle et Mélenchon avait plus convaincu que Hamon dans sa prestation et donc après, ça lui a Mélenchon avait permis déjà commencé une de dynamique. décoller. Enfin, ça a été un des facteurs. Alors, j'ai aussi la liste du coup des sondages par date. Le débat, il avait eu lieu quand déjà ce débat? Ah Débat ben, regarde justement présidentiel. sur Wikipédia, c'est Oui, bien fait. je l'ai. Alors, les sondages à Regarde. ce moment-là, on avait Mélenchon qui commençait déjà à avoir une dynamique, il était autour des 15%, et Hamon à Eh oui. 10%, donc il avait déjà dépassé Hamon. Donc il avait quand même déjà une dynamique positive. Ce qu'on Ah a oui, mais surtout après ça observé, décolle totalement. bah, il était quand même à 15% déjà, alors qu'avant il était plutôt en mars, il était à 11%. Fin du mois de mars, il était à 15%. Donc il avait déjà entamé sa dynamique avant le débat, Hein. qui s'est poursuivi par la Oui, suite. après, en effet, c'est pour ça qu'il faut dire que ça a été un ingrédient à l'époque. L'autre ingrédient qu'il avait déjà eu, dont il avait déjà bénéficié en 2012, c'était les meetings qu'il organise du 18 mars
En 2012, c'était à la Bastille, puis en 2017, ça avait été à Nation. Il faut savoir que ces deux meetings-là, bon, j'ai été au deuxième, moi, c'est des trucs monstrueux dont on n'a plus l'habitude dans ce pays. En 81, il y avait des meetings où beaucoup de candidats, enfin les quatre principaux surtout, remplissaient des stades. Je pense notamment à Chirac et à Marché qui remplissaient des stades. Aujourd'hui, malheureusement, on n'a plus trop l'habitude de voir ça. Je me souviens qu'en 2017, on se foutait un peu de la gueule sur certains médias de Macron qui peinait à remplir ses salles en réalité. Pourtant, il a été élu. Mélenchon, lui, réussissait à faire a toujours réussi à faire de très bonnes campagnes, à rameuter du monde. Oui. Parce que quand même, il y avait, c'était vachement impressionnant. Même la police, au niveau de ses chiffres, alors je ne sais pas si on peut retrouver quelque part les chiffres de ces deux manifs au niveau de la police et des organisateurs, mais ça c'était. dépassait les 100 000. Ah oui, il avait oui. fait. Si tu fais la moyenne des deux chiffres, je pense que dans les deux cas, tu es à 100 000. Hein. Oui, mais de toute façon, Mélenchon, c'est quelqu'un qui attire en meeting. Même le meeting à Périgueux, il y avait eu du monde. On était tous les deux. Oui. Mélenchon, c'est une bête de campagne. Autant pour gérer un mouvement dans la durée, il a du mal. Absolument. Là, par contre, il sait faire campagne. En 2012, au début de la campagne, Mélenchon, c'était 5-6% des voix dans les sondages. Il est monté à un moment autour d'entre 14-15 avant de connaître une baisse par vote utile et quand même finir à 11%, quand même bien mieux que ce qu'il avait fait. Et en 2017, dans les sondages, avant le début de la campagne, c'était du 9-10%. Et il est monté à 19. Et c'est moi je pense que si Mélenchon, actuellement, certes, il n'y a pas énormément de. Enfin, il est assez bas dans les sondages, mais s'il n'y a pas d'union de la gauche autour d'un candidat que lui, qu'il soit en tête de la gauche, je ne m'étonnerais pas, parce qu'en campagne, il va réussir à avoir une dynamique et à monter. Il ne fera, je pense, pas le score de 2017, on est d'accord. Mais aujourd'hui, les sondages le donnent entre 6 et 9%. Qui puissent finir à peut-être 13-14%, ne serait pas si déconnant. Ah oui, absolument. Il y aura, de toute façon, pour l'instant, tout le monde s'accorde à dire au niveau des observateurs qu'il a au moins un socle de 8%, soit ce que Die Linke avait. Bon, je commence à embrayer sur un potentiel sujet qui viendra après, avait pendant longtemps. Donc oui, qu'il soit en tête de la gauche, moi ça ne me surprendrait pas du tout. Il est bien installé, il est connu, mais malheureusement, pour lui, n'y aura-t-il pas peut-être une espèce d'essoufflement? C'est ça que je me pose niveau question. Maintenant, les gens ont tendance à zapper. Oui, il aura du mal à faire autant qu'en 2017, clairement. Il a, à moins qu'il arrive à... Dans le même cadre. Oui. Puis il a du monde il y a du monde en concurrence, et s'il y a du monde en concurrence en moins, ça va être plutôt dans le cadre d'un rassemblement à côté de lui qui va créer une autre dynamique, enfin qui peut créer une autre dynamique. Mais et puis il a quand même son image s'est dégradée quand même pendant ces 5 dernières années. Ça va être compliqué pour lui. Après voilà, c'est à voir comment il va faire campagne. Ah, ça c'est sûr. Quel terme va-t-il aborder en priorité? Va-t-il rejouer? Enfin, à mon avis, c'est mal parti sur la question de l'UE où il avait été génial en 2017 parce qu'il nous avait tous pris pour des cons. Et à mon avis, s'il avait été au pouvoir, il aurait été mal. Pareil, enfin, ça il le fait toujours, les grandes phrases anticapitalistes et tout, pour essayer justement d'étouffer dans l'œuf toute concurrence à sa gauche. Ça, à mon avis, c'est les enseignements qu'il a gardés de Maître Mitterrand, maître de tout bon ex-socialiste qui se respecte. Toujours se gauchiser au temps des élections et ensuite arriver au pouvoir, faire le grand virage. Oui, et s'il en a été un peu victime en 2012, il en a été un peu victime de ça, parce que Hollande, face à la dénie de Mélenchon, il y a eu le meeting du Bourget avec mon ennemi c'est la finance, l'annonce d'une taxe de 75% sur les hauts revenus. Il y a eu clairement un virage à gauche d'Hollande à ce moment-là, qui a aussi contribué à faire baisser Mélenchon. Bah oui, mais ces gens ont été éduqués au même moment par la même personne, plus ou moins, donc bon... Oui. J'ai envie de dire que pour Mélenchon, c'était l'arroseur arrosé. C'est sûr. D'ailleurs, à ce niveau-là, quand on se pense dans la période 2006-2007, dans le même parti politique, il y avait Jean-Luc Mélenchon
Benoît Hamon et Emmanuel Macron. Eh oui. Et c'est-à-dire que trois Sans candidats, oublier actuellement Montebourg, oui, quelques autres aussi. mais en 2017, les ex-PS et les PS, ensemble, ils faisaient quasiment 50% des voix. Ah oui, non, mais Donc ça d'un c'est certain sûr, hein. point de vue, le PS était ultra majoritaire dans le pays en 2017. La diaspora, oui, voilà, en réalité, la diaspora d'hommes politiques socialistes, parce que bon, Les après, ex-PS, c'est un peu comme au plan les des idées, ex-PCF. c'est discutable. Mais du coup, ouais, du coup, l'Allemagne, alors j'ai Ah, sur les internationales. sur le forum, j'ai des résultats de sortie des urnes qui datent un peu, mais qui donneraient le SPD à 26, CDU à Oui. 24, Grunen à 14,5, les libéraux 12,5, l'extrême droite à 10, et Die Linke serait à 5%, c'est-à-dire au seuil pour avoir des élus. Mm. Après, c'est... Justement, tu vois, moi, je suis en parallèle sur Wikipédia, mais en allemand, et D'accord. j'ai exactement les mêmes résultats. D'accord, donc ça n'a pas énormément bougé par rapport au sondage sorti des urnes d'il y a 2 heures. Du coup, il y a une majorité, il n'y a pas de majorité claire ni à gauche ni à droite. Il y a une majorité centriste globalement qui peut se dessiner entre SPD et Grunen libéraux qui auraient 50% des voix à peu près, donc plus de Mm. 50% des sièges avec les effets de seuil. Euh, Ça, c'est possible. Ouais. donc je pense clairement que ça va être la majorité qui a le plus de chances de se dessiner. Après, il y a la majorité SPD-CDU qui est en théorie possible, mais je ne pense pas, parce qu'aucun des deux partenaires ne veut refaire cette coalition pour le moment. Mm, Après, une CDU-Grunen FDP fonctionnerait aussi, mais je pense que actuellement, tout le monde veut un peu une alternative à la CDU qui a quand même gouverné pendant longtemps. Oui, voilà. Non, mais je pense que dans le lot, c'est surtout les Verts qui vont être juges de paix. Oui, oui, si les Verts décident d'aller avec la CDU, c'est la CDU qui gouvernera. Voilà. Mais je pense qu'ils vont vouloir, ils vont aller avec le SPD et les libéraux, et on aura une majorité. Il y Par a contre, notamment Cohn-Bendit qui défend cette option. mm. Par contre, tu vois, il y a quelque chose que je regrette au niveau du forum et que je regrette aussi au niveau de Wikipédia, mais je le vois avec Wikipédia, c'est que au niveau des autres partis, quand même, le total, c'est 8,5%. J'aimerais bien savoir ce qu'il y a dedans parce que d'après Wikipédia, quand même, ça a augmenté de 3,5% par rapport à la dernière fois, Oui, tout ce petit monde. oui, ben ça, il faut. Pour l'instant, on est sur des soldats, c'est des soldats. Non, des sondages, des sondages Des sortis des soldats. urnes, Eh oui. les soldats qui sortent des urnes, foum, foum, foum. Du coup, les résultats détaillés, il faudra attendre un peu pour les avoir. Après, dedans, je sais, ben, bon, il y a le parti néo-nazi là, allemand, il Oui, y a le voilà, parti non, mais eux, pirate. ils sont plus à la mode depuis un bail. Oui, ils avaient fait une percée à 1% des voix à un moment, mais voilà. Il y a le Oui, parti mais c'était avant pirate. qu'AFD émerge. Il y a quelques partis. Si en 2014, la FD avait émergé aussi, mais il y a eu. La période 2014, c'était une période un peu d'apogée d'extrême droite allemande. Et la FD, Mm, depuis mm. un peu perdu des plumes, les néo-nazis sont Il y a redescendus. aussi le parti pirate allemand, mais bon, qui est malheureusement pour eux aussi anecdotique que le nôtre en France. Oui, un peu plus fort qu'en France. Ils avaient eu une percée aussi à un moment, mais pareil, ils sont Mm. redescendus. Après, il y a des Ah oui, ça partis doit. qui existent que dans certains landers aussi, qui sont dans autres. Oui. Après, voilà, il y a des petits mouvements. Il faudra voir en détail, est-ce que dans le lot, il y a un parti qui a fait un score un peu plus important. Et Mais oui, ça, oui. faudra attendre au moins demain, je pense, pour avoir des résultats plus détaillés de tout le monde. Oui, parce que si en vrai, sur ces 8,5 en arrondissant, on a un machin qui est à la porte des 5%, ça peut être intéressant à analyser au Hum, niveau de où ce machin a fait les plus gros scores au niveau des lenders. Est-ce qu'ils ont une dynamique? Est-ce que ça pourra s'inscrire sur le long terme? Est-ce que l'émergence éventuellement d'un nouveau machin peut correspondre, tu vois, à une dynamique d'un camp ou d'un autre? oui, après, je sais pas si tu vois un mouvement particulier qui pourrait correspondre enfin, avoir une telle Eh ben, il dynamique y avait un actuellement. machin, je ne sais plus comment ça s'appelle, plutôt libéral, FW, qui avait été testé, enfin qui est testé dans les études d'opinion et qui était susceptible de faire un petit score intéressant. Après, il y a aussi, ah oui, on n'en a pas parlé encore, Day Partey en, en Allemagne, qui est un parti satirique qui fait.
Correct, bons mais les... petits scores au niveau des élections européennes. Ils avaient fait, je crois, 2 et des brouettes. Non, Ouais. même Mais les élections de faire européennes, 0. après, c'est une élection et compagnie. Oui, je crois qu'ils n'ont pas de seuil. En fait, c'est juste en fait le seuil est mécanique par le nombre d'élus. Et comme ils ont genre 80 ou 90 élus, le seuil descend assez rapidement. Mais c'est facile. 96 même. Ouais, 96. Donc avec les petits mouvements qui n'ont pas d'élus, ça descend en dessous des 1% assez facilement. Mais ouais, comme je disais, aux européennes, c'est facile pour un mouvement un peu original, un peu satirique, d'attirer des voix de gens qui disent je vote pour eux parce que c'est marrant et sans conséquence. Aux européennes, on a des mouvements qui font parfois des scores juste à cette élection-là ou qui ne refont pas totalement aux autres fois. Bah, il y en a eu, ça date un peu, mais en 1994, Philippe de Villiers qui avait fait 13% aux européennes, Bernard Tapie qui je crois qu'il avait fait 11% de mémoire. Voilà, un an plus tard, De Villiers faisait moins de 5% des voix et Bernard Tapie était oublié politiquement parce qu'il avait des affaires judiciaires au cul. Donc, c'est. Voilà. 99, pareil, il y avait Pasqua qui avait Ah oui, fait. voilà, tu vois, là, je suis en anglais. Sur Alors le. là, tu vois, je suis sur la page, personnellement, la page des sondages, la page Wikipédia des sondages pour ces élections générales allemandes. Du coup, le parti que je te disais s'appelle Free Voters en anglais. Et oui, il a été testé, enfin, en tout cas, il est mis sur le devant de la scène, entre guillemets, sur la page wiki en anglais. Et du coup, au plan de ce que nous dit la fiche wiki, donc bien sûr, c'est toujours à prendre avec des pincettes. Ce parti ferait partie des libéraux à l'échelle européenne. Ils auraient 6 000 adhérents, ce qui est pas mal. Enfin, en tout cas, pour nous en France, ce serait pas mal. Ce serait un truc assez intéressant. Surtout maintenant qu'il y a beaucoup de gens Euh, adhérents au parti politique, c'est sûr. voilà, et ce serait des gens plutôt au centre droit, régionalistes, favorables à la démocratie chrétienne. Oui. Enfin, non, non, la démocratie directe. Après démocratie chrétienne, non, je me suis trompé. Ouais, donc c'est. C'est-à-dire que oui, c'est une élection en Allemagne qui aurait plutôt donné des scores à des libéraux parce qu'on voit que les libéraux allemands du FDP font quand même des scores corrects parce que 12% c'est plus que ce qu'ils ont fait, il me semble, aux dernières élections. Ah oui, oui, surtout quand. Après, j'ai remarqué, alors je dis ça de tête, je dis peut-être une connerie, après on peut me corriger évidemment, mais qu'en général, quand les libéraux allemands sont forts, c'est que la CDU et la CDU-CSU est dans une période de crise, entre guillemets, dans un moment de faiblesse, et ensuite, eh ben, ils rebaissent considérablement. Par exemple, une élection générale où il fallait réélire Angela Merkel, ils avaient même pas fait 5%. Ils s'étaient fait complètement manger. Et je crois que oui, c'était cette fois-là où Merkel avait réalisé, enfin la CDU-CSU avait réalisé son Je crois meilleur que c'est score au en niveau de la grande période 2013. Merkel. 2013, donc c'est CDU-CSU est à 41% et les libéraux étaient à 4,7%. Ils étaient remontés en 2017 Ouais, voilà. à 10%. Et là, 12%, donc c'est Avec un toujours score le qui même sont. chef de file, hein, Hmm. Christian Lindner, je crois. Oui, c'est ça. C'était déjà lui à l'époque. Alors en 2017, c'était lui. En 2013, est-ce que c'était lui aussi? Ou est-ce que c'était. Non, c'était pas lui en 2013 par contre. Ah, Mais je pense qu'après le. bon, Ouais, ça peut être aussi une explication. oui, c'est sûr. Mais Je suis oui, je pas pense assez que spécialiste pour m'avancer là-dedans. les libéraux peuvent récupérer une partie des voix des électeurs de droite qui, à un moment donné, en ont marre de la Mm. CDU-CSU. Ça peut être un phénomène assez classique de transfert de Mm. mouvements proches politiquement, mais déçus Bon, en par tout cas, un parti. sur l'article en anglais, tu vois, il s'aventure à évoquer la nouvelle répartition des sièges. Oui, de toute façon, vu que c'est un Sur système l'article en anglais proportionnel, Wikipédia. c'est assez facile de pouvoir estimer la répartition au siège à partir des scores. Donc c'est plus facilement que nous en France où on a des systèmes électoraux déjà qui sont jamais les mêmes
Parce que on a les proportionnelles européennes, proportionnelles à 2 tours avec prime majoritaire, mais qui n'est pas la même entre les régionales et les municipales. Les sénatoriales où selon les départements c'est pas le même mode de scrutin. Les départementales où c'est un système majoritaire mais où il y a des binômes qui se présentent. Et les législatives où c'est un système majoritaire où tu as un binôme mais avec un candidat titulaire et un candidat suppléant. On aime bien complexifier les choses en France. Ça, c'est sûr. C'est comme les Surtout, législatives. bon, en Allemagne, ça a l'air moins. Oui, bah partout ils font la proportionnelle avec soit un seuil, soit pas un seuil, quoi, c'est tout. C'est ça. Bah, c'est comme pour la Troisième République, les législatives, bon, ça n'arrêtait pas de changer le mode de scrutin régulièrement, ils rechangeaient en mode des circonscriptions, par département, par. On veut pas se fixer sur un mode de scrutin. Mais ouais, donc. Ça ne dégoûtait pas pour autant les gens. Oui, bah, les taux de participation étaient plus élevés qu'aujourd'hui. Après, je sais pas comment ça a évolué les taux de participation pendant la Troisième République. Est-ce qu'il y a eu un moment des baisses de participation? Par exemple, partant en 1936, il me semble qu'il y avait eu une forte mobilisation. Bonne question. Parce que c'est vrai qu'autant on regarde les résultats, mais c'est vrai qu'on ne pense pas forcément à toujours regarder le taux de participation. D'ailleurs, en Allemagne, le taux de participation était plutôt fort ou pas? C'est un 83,4% de participation en 1936 en France. Oui, cette fois-ci en Allemagne. Qu'est-ce que ça a donné? Ah, bah alors là, franchement, je sais pas où c'est noté sur l'article Wikipédia en anglais. D'accord. C'est une très bonne question en tout cas. Bah, peut-être on va attendre pour. Vu qu'évidemment, comme nous, ils ont tout le bazar sur le Covid, est-ce que ça a eu un impact, ça? Probablement. Mais du coup, en 1936, oui, le taux de participation aux législatives de 1936 c'était 83%. Ah oui, quand même. Donc c'est. Oui, c'est pas mal. Hein. C'est des taux de participation des présidentielles aujourd'hui. Mais de toute façon, à l'époque, c'était législative et l'élection phare. Et de toute façon. Et encore. Oui, on est content qu'on a 80%. Mais là, législative, c'était. Parce que je crois que, ouais. Au sommet des passions en 1981, c'est là qu'on a eu le taux de participation le plus élevé au niveau d'une présidentielle. Après, il y avait eu 1919. Ouais, 1919, ça avait moins voté que 70%. Il y avait peut-être un effet post-guerre où les gens avaient peut-être autre chose à foutre que d'aller voter. Déjà, t'avais des gens qui devaient être encore sur le front. On embêtait pas. Les gens avec. Et les toutes premières législatives, ça avait donné quoi en 1871? Mais bon, sinon, oui, on a fait un petit tour de l'actualité actuellement politique. Là, je pense faire ça à peu près un dimanche sur deux, jusqu'au présidentiel, où je ferai sûrement des lives pour les 2 soirées électorales. J'ai pas les taux de participation sur l'article Wikipédia pour le présidentiel de 1871. En même temps, c'était. Ouais, bon, je verrai. Moi, je serai pour des coups de main. Ouais, bah après, tu passes quand tu veux, quand tu peux. Moi, sinon, j'en parlerai de mon côté. Puis j'ai quelqu'un d'autre éventuellement qui pourrait passer de temps en temps. Bon, aussi encore quelqu'un de gauche. Hein, j'ai peu d'invités de droite à proposer. Voilà. Ah oui. Tu mets des chroniqueurs, quoi. En quelque sorte, c'est ça. C'est ça. À la fin, tu vas te retrouver à avoir un conseiller progressiste. Mais je vais inviter Zemmour comme chroniqueur. Je ferai sûrement plus d'audience. Mais après, voilà, on n'a pas eu énormément de monde. Après, les lives, la plupart de mon public me suit pour l'histoire, donc les lives qui parlent de politique, ça les intéresse moins.
Oui, Mais c'est un gros truc à creuser, quoi, pour l'instant. oui, c'est juste, j'aime bien, comme j'aime bien de parler de politique, et puis avec la présidentielle, j'ai envie d'en parler un peu. Et pareil, il y aura à partir de mars et en avril, il y aura une série de publications sur notre page Facebook sur l'histoire des présidentielles. On va faire l'histoire des différentes élections présidentielles qu'il y a eu en France depuis du coup 1848. Oh, ça peut être intéressant, ça. Ouais, ça tombe bien dans l'actualité, donc ça va sûrement intéresser les gens. Sinon, vu qu'ici, nous sommes entre gens de gauche, voire très à gauche, j'ai envie un peu de faire de la comparaison sur le camp qui nous intéresse, on va dire, du coup, les communistes. Voilà. Alors, l'extrême gauche, pour certains, je ne sais pas si tu as vu, mais il y a eu des élections municipales en Autriche et il y a eu aussi, avant ça, les législatives en Russie. Oui, Et moi, ce qui me fait rire dans cette histoire, c'est que là, on voit qu'en Allemagne, Die Linke s'effondre. Bon, alors, les raisons, on peut les expliquer. C'est une droitisation croissante de Die Linke et aussi que cette fois, les deux personnages les plus charismatiques de ce parti, à savoir La Fontaine et sa femme, n'ont pas été trop mis sur le devant de la scène. oui, il y a eu C'est des des gens polémiques qui internes à D-Link qui n'ont pas dû aider. voilà. Donc ça ne les a pas aidés. Et là, franchement, ouais, c'est leur pire score, hein. C'est même à Ben, l'époque, avant la fusion du petit machin d'Oscar Lafontaine et du PDS, le successeur du SED, c'était 5%, c'était plutôt un mauvais score, ouais. hein, pour des, Après, il me semble pour que des élections générales. les dernières élections du PDS, ils étaient en dessous des 5%, mais ils avaient sauvé les Oui, élus parce qu'en Allemagne, si tu gagnes 3 circonscriptions, ça te permet de sauver le seuil aussi, même si tu es en dessous des oui, 5%. Et comme le PDS, en fait, il était extrêmement faible à l'ouest, mais ah, bah, ça fort à c'est l'est. sûr. Du coup, malgré son score national faible, il avait des bastions qui lui ont permis de sauver. Mais sinon, oui, c'est le pire score de D-Link depuis sa création. Ah, ça c'est sûr. Et alors que paradoxalement, en Autriche, et il y a eu un événement historique en Autriche, c'est qu'ils ont gagné une capitale régionale, les camarades du KPO, qui pourtant le KPO est un parti historiquement bien plus faible, qui n'a jamais trop brillé, mais il faut savoir que la ville qu'ils ont gagnée, c'est Erat, et dans cette ville-là, le KPO est plus offensif que dans tout le reste de l'Allemagne. Donc ça peut peut-être être une explication, et du coup, ce qui risque de se passer, c'est qu'ils vont faire une coalition avec les Verts qui sont arrivés derrière eux. Enfin, entre deux, il y a l'équivalent de la CDU autrichienne. Et ensuite, les socialistes là-bas font un score pas terrible. Je crois qu'ils sont à 10 et quelques. Donc, il va y avoir une coalition communiste, vert, socialiste probable pour diriger cette ville. D'accord. Oui, et puis du coup, comme Voilà. on Et disait ensuite, en Russie, où les communistes ont aussi amélioré leur score par rapport à avant. et d'ailleurs, il y a en ce moment un after, si je puis dire, de cette législative en Russie, vu qu'il y a de nombreuses protestations, notamment menées par le Parti communiste de la Fédération de Russie, qui ont vu aujourd'hui notamment la chef des communistes, des jeunes communistes russes, se faire emprisonner carrément. Oui. De toute façon, c'est quand la dernière fois qu'il y a eu une élection libre en Russie? Alors là, franchement, c'est discutable, vu que bon, on peut dire qu'on va dire que ça n'a pas été vraiment magouillé, ou pas du tout. Ça devait être au début de l'époque Helsinki, parce qu'après, dès la seconde présidentielle qu'ils ont eue, quand c'était Helsinki contre Yuganov, qui est toujours aux commandes au niveau du parti communiste russe, ça a été truqué à fond. Même Medvedev l'avait dit une fois dans une fameuse interview. Tout le monde sait qui a gagné en 1996. Sous-entendu, oui, on avoue, on avait magouillé à fond à l'époque Hmm. pour que Helsinki repasse. Ouais. Disons, les Russes, en termes de démocratie, ils n'ont pas eu énormément de chance dans leur Mm-hmm. histoire. Oui, voilà, c'est pour ça notamment que très tôt, au niveau des années 90, il y a eu un mouvement chez les Russes, une grosse volonté de retourner à l'époque soviétique, parce que bon, en plus, ça s'accompagnait
pour eux, la démocratie s'accompagnait d'une misère noire, parce que les années 90 en Russie, il faut savoir que c'était pas joyeux. Hein. Ah oui, bah, Déjà, le post-URSS, ça a été une période de crise pour pas mal de monde. Hein. ah oui, Il y a déjà que des gens les années 80, c'était pas brillant. ouais, autant il y a des gens qui en ont profité pour se faire une fortune, Ah oui. mais le gros de la population a souffert de cette période-là. Après, voilà, dans Mhm. une situation où le régime soviétique était déjà en crise, donc ça n'a pas aidé, mais la transition vers le capitalisme, ça n'a pas été, ça n'a pas été un succès non plus. Ah oui, ça c'est sûr. Il y a eu des oligarques qui entouraient Helsinki, justement. Ils se sont fondés un véritable empire dans les années 90. Et du coup, jusqu'à ce que Poutine, on va dire, calme entre guillemets le jeu, sous-entendu les domine. C'était du grand n'importe quoi, la Russie des années 90. Et bon, Poutine, quand même, il faut l'avouer, est encore assez bien vu chez une bonne petite partie des Russes, étant donné que c'est lui qui a mis un terme au bazar des années 90. Donc certains lui en sont redevables, mais bon. Oui, faut reconnaître que c'est quelqu'un qui a une poigne et qu'il a amené un certain ordre dans un bordel qui du coup il n'y a plus à certaines personnes, c'est sûr. Et qu'en face, c'est vrai que l'opposition, donc il y a les communistes, mais que il y a une partie de la population qui du coup va les soutenir, c'est important, mais il y a quand même une partie de la population qui peut être quand même aussi résistante euh, aux communistes et l'autre mouvement d'opposition, Il y a les- c'est pas grand-chose quoi. Du coup, forcément, je pense que ça aide aussi Poutine à apparaître comme le seul homme d'État et qui fait d'ailleurs des meilleurs scores que son parti. Lui, quand il est il fait des meilleurs scores que son parti ou législatif. Donc, à sauver les gens qui votent pour d'autres partis ou élections législatives, il n'y a personne pour diriger la Ah Russie oui, ça autre c'est que sûr, Poutine. hein, parce que son parti, ils se prennent souvent des affaires. Donc, je pense qu'il ouais, y a des Bah gens. oui, parce que bon, après, Medvedev n'a pas autant de charisme et tout, puis surtout que. Ouais. Donc, je pense qu'il y a des gens, ils voudraient Poutine comme président, mais avec une majorité plus composite à côté. Oui, bah, je pense que cette analyse n'est pas fausse, vu les résultats. Mais bon, aussi, on peut voir que tout ce qui a été fait aussi par le camp du fameux ennemi public numéro un en Russie, Navalny, a aussi peut-être aidé le Parti communiste russe et aussi les partis alliés, enfin, à demi-alliés à Poutine, à faire de meilleurs scores qu'auparavant, vu qu'en gros, ils avaient balancé plusieurs vidéos et tout, conseillant massivement de voter communiste et dans d'autres endroits de voter nationaliste, c'est-à-dire les gens, le parti de Lavlinsky, qui est un nationaliste russe assez barge, il balance des grosses claques à la Douma aux gens qui l'aiment pas, en gros, enfin, c'est Oui. quelqu'un d'assez vénère. Ou alors pour les pseudo-socialistes de Rodina, enfin, c'est une coalition assez bizarroïde. En gros, l'équivalent des socialistes en Russie, ça a été la fusion d'un machin qui lui aussi se prétendait social-démocrate et d'un machin nationaliste. Enfin, chose impensable en Europe de C'est l'Ouest, mais normal en tout à fait Russie. acceptable. Oui, voilà, mais bon, après, faut savoir que ce genre de mix, c'est acceptable en Europe de l'Est. Hein. Par exemple, si on regarde le parti, l'équivalent de notre PS en Slovaquie, ou même de notre PS en Roumanie, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut trouver en Europe de l'Ouest. Mm. En même temps, c'est lié à, on va dire, aux anciens partis communistes, ils sont plus ou moins affiliés à ça, et en gros, ce qu'ils ont gardé des anciens partis communistes, c'est surtout le nationalisme, les dérives nationalistes et chauvines de ces anciens partis. Oui, parce que oui, le communisme à l'Est est parfois avec sur des lignes qui peuvent paraître assez étranges en France. Oui, voilà, je pense notamment en Roumanie au Parti communiste russe roumain, oulala, la méprise, mené par Ceausescu, qui était un nationaliste convaincu, qui était réputé notamment pour ne rien y connaître au niveau des écrits de Marx et de Lénine, mais alors pour ce qui était de Staline, apparemment le type était capable de sortir et de citer mot à mot un bouquin. D'accord. Mais il y avait aussi Donc le bon, cas Staline, que il y avait le cas que Erwan Eva nous avait raconté là sur quand il était parti manifester
pour la je crois que c'est Ah Marche oui, des Fiertés en Russie, du coup, pour le par avec le courant LGBT, enfin comment ça s'appelle, enfin bien révolutionnaire qui est la commission LGBT du Parti communiste français, et que dans la hein, contre-manif homophobe en face, il y avait le Parti communiste russe. Donc il y avait des eh communistes oui, dans les deux manifs. C'était c'est ça. Oui, assez après, original. ce qu'il faut savoir au niveau du sociétal, alors là, pareil, je vais m'éloigner encore de notre chère France et de notre chère Europe de l'Ouest, mais que ce soit en Europe de l'Est ou en Amérique latine, une organisation progressiste, enfin même vaguement progressiste, et encore plus quand c'est communiste, parce que ça suscite encore plus de méfiance. Malheureusement, si elle se met à être à fond, à être en pointe sur les questions sociétales et à vouloir accorder des choses au niveau sociétal, c'est-à-dire mariage pour tous, élargissement de la PMA ou même surtout, je pense à l'Amérique latine, avortement. Eh ben, ils prennent de sacrés risques de perdre en gros leur base électorale ou même leur base militante populaire et de se retrouver qu'avec des miettes de petites bourgeoisies urbaines qui sont converties aux valeurs occidentales. Oui, Donc c'est pour ça que malheureusement ils ne s'y risquent pas et aussi avec l'influence de l'Église en Amérique latine en particulier. Bon, malheureusement aussi en Russie notamment, ils vont totalement adhérer au discours des structures religieuses. oui, sur ces questions-là, on a des pays où les mentalités sont très conservatrices. Et du coup, forcément, c'est plus compliqué d'être sur ces positions-là que nous à l'Occident, c'est sûr. Parce que nous, à l'Occident, on a eu manif pour tous, mais comparé à ce que c'est dans ces pays-là, c'est pas pareil, quoi. Absolument. Mais donc ouais, c'est sûr que quand on regarde le paysage politique d'autres pays, on peut faire comparaisons avec notre pays pour comprendre, mais il faut garder à l'esprit qu'on est parfois dans des contextes politiques très différents. Absolument. Absolument, absolument. C'est sûr que la gauche en Amérique latine ou en Europe de l'Est, ça a souvent rien à voir avec ce qu'on a chez nous. Hmm, c'est sûr. Mais bon, chez nous, on va être bah, surtout par rapport à l'Amérique latine, on va dire que dans plusieurs cas, on va être très avancé sur les questions sociétales. Mais par contre, par rapport à ces pays-là, on va être bien moins ambitieux sur les questions économiques et sociales. Oui, C'est-à-dire qu'eux, ils vont plus avoir le courage de revendiquer la mise en place de la société socialiste que nous. oui, Je pense par exemple au Parti communiste vénézuélien. oui, il y a une dichotomie comme ça sur les aspects qui nous, parce que c'est vrai que nous en Occident, pour une partie de la gauche qui a un peu abandonné le monde ouvrier, ils ont utilisé les revendications sociétales un peu comme marqueur de gauche de remplacement. Et donc, parce que bah, ça a été le cas au PCF après la mutation de Robert Hue, ça a été le cas du Parti Socialiste, où la seule grande réforme positive du mandat d'Hollande, ça a été le mariage pour tous, qui était voilà, une réforme importante, et je suis content qu'il l'ait fait. Mais ça a été un peu. Le truc, c'est qu'ils l'ont fait surtout pour avoir un marqueur de gauche, et à côté, ils n'ont pas Une fait. réforme à Libye. C'est ça. Et du coup, à côté, du coup, ça fait que pour une partie des gens qui restent attachés à la gauche économique, sociale, il y a parfois un sentiment de rejet pour le sociétal parce qu'on associe ce sociétal à la fin du coup, au remplacement des mesures économiques. Alors que moi, personnellement, je suis pour les deux, quoi. Mais c'est sûr que ça n'a pas aidé après du coup, ce qui fait ouais, on a à gauche des courants qui sont anti-sociétal. Absolument. Tiens, sinon, pour en revenir à un ancien sujet, au niveau de l'Allemagne, je viens de rafraîchir, moi, ma page Wikipédia germanophone sur leurs élections générales. Je pense qu'ils sont toujours en train de dépouiller. Il y a marqué mise à jour de 21h.
Ouais, les sondages sortis. Après, peut-être par circonscription, il pourrait se sauver, mais c'est pas gagné. Oui, le SPD, sur la corde raide, hein, 5%, là, c'est vraiment le minimum syndical s'ils veulent avoir des gens. Hmm. Parce que en deux, hmm. Ils pourraient éventuellement se sauver s'ils emportent 3 circonscriptions, mais ça serait pas Ah oui. gagné parce que vu que. Sur tout à l'heure sur la page anglaise, hmm. Donc, ouais, c'est. On va espérer pour eux qu'ils soient légèrement au-dessus des 5%. Ça me rappelle les régionales de 2015, on avait fait 4,85%. On était à ça des 5% pour le remboursement et on s'est retrouvé. Ah oui, c'est ça. Le remboursement slash fusion quand même qui est plus intéressant sur le long terme. Oui, enfin, même si la fusion avec Rousset, c'était pas un truc qui m'enchantait personnellement. Moi, j'aurais été contre la fusion avec Rousset. Je te Non, rappelle bah, je te que. comprends. De toute façon, t'en fais pas, ils n'auraient pas accepté 20 000 communistes, hein. Oui. Oui, de toute façon, j'aurais vu ma place sur la liste, j'aurais pas été sur la liste de toute façon. Mais même si j'avais pu m'y retrouver, j'aurais clairement refusé d'y être. Déjà que je m'étais fait un peu taper sur le doigt pour pouvoir publiquement appeler à ne pas Ah, voter tu m'étonnes. Rousset. Ça avait été. Moi, je l'ai pas fait, mais en tout cas, j'assume que je n'ai voté Rousset ni au premier ni au second tour en 2021, si vous voulez tout savoir. Oui. Bon, Chers auditeurs et auditrices qui passeraient peut-être un jour par là. ouais, ben, moi j'avais voté premier tour. Moi, premier tour, j'avais voté pour la liste PCF-FI. Au second tour, j'ai voté pour l'Union de la gauche pour battre Wauquiez, avec peu d'espoir, mais c'était Mhm. mené par une écolo Oui, de Nouvelle Donne, donc c'était quand même plus à ouais. gauche qu'un Rousset, qui est quand même un socialo Macron compatible, quoi. Oui, Grébert, je crois. C'est ça. Mhm. Oui, c'est sûr, c'est plus intéressant. Bah, moi, personnellement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai voté Lutte ouvrière au premier tour et au second tour, j'ai voté Europe Écologie Les Verts. C'est pas des Ouais. partis qui m'enchantent, mais je trouvais plus intéressant de les voir bah, pour Hello qui monte un peu. Et d'ailleurs, je pense qu'il n'y a pas que moi quand même qui ait fait ça ici et là, parce que notamment en Haute-France, Lutte ouvrière a quand même fait, je crois, 3,4, qui est pas dégueu. Et à mon avis, Oui. il y a Bah, des gens qui auraient voté pour une liste PCF ou une liste FI qui sont allés se déporter chez eux. oui, ben j'avais déjà quand on voit les scores dans les villes communistes de lutte ouvrière en Hauts-de-France, c'est assez impressionnant. Et j'avais fait comme ça une étude où j'avais comparé les scores de 2015 et de 2021 et en marquant à chaque fois quelle était l'évolution du paysage politique, c'est notamment est-ce qu'il y avait une liste front de gauche en 2015 et pas cette fois ou le contraire. Et le seul endroit où lutte ouvrière fait moins bien qu'en 2015, c'est en Occitanie où il y avait eu en 2015 une liste écolo soutenue par le front de gauche et cette fois il y avait une liste FI-NPA qui du coup avait Mhm. repris des électeurs qui avaient voté Lutte ouvrière en 2015, alors que partout ailleurs, Lutte ouvrière progresse. Et là où il progresse le plus, c'est là où il y avait des listes front de gauche en 2015 et pas de liste PCF ou FI cette année. Je ne sais pas si j'avais fait un petit tableau comme ça. Je ne sais pas si je Non, l'ai mais ça encore m'étonne quelque pas, hein. part. Il y a des gens Euh, maintenant, il faut que malheureusement nos chers électeurs, enfin sympathisants, adhérents, militants d'organisations de gauche dites modérées, c'est-à-dire ELV, EPS, faut qu'ils se fassent une raison. Il y en a qui chez nous ne voteront jamais pour eux. Dans quelques cas de figure et de toute façon on sait de notre côté que la réciproque existe aussi, oui, clairement. que certains se boucheront le nez ou ne feront jamais bah, mettre un bulletin de vote communiste, insoumis, NPA ou lutte ouvrière dans une urne au second tour, même si pour certaines des organisations que j'ai citées, on a peu de chance de les voir au second tour ou que ce soit. Un second tour avec lutte Malheureusement pour eux. ouvrière est assez rare, en effet. Moi, je veux un second tour lutte ouvrière NPA. Bah, le NPA, oui, ça en était bien sorti à Bordeaux, mais c'était la seule exception au plan national, malheureusement. Oui, bah déjà parce qu'ils avaient le soutien de la France Insoumise et parce que la tête de liste c'était Philippe Poutou, qui est Et oui, connu ça et c'est qui a une sûr. image assez sympathique. Les gens aiment bien Philippe Poutou, Oui. sans forcément vouloir l'avoir comme président parce qu'on le considère comme pas assez sérieux, mais on l'aime bien. Mm, mm. Euh, Oui, exactement. Il y a un minimum de sympathie, mais non plus, c'est pas non plus
un niveau de sympathie égal à ce qu'avait Besancenot, parce que Besancenot, bah, ça se voyait dans les urnes ou dans les intentions de vote au présidentiel. Quand même se rappeler qu'au maximum, Besancenot, au niveau des intentions de vote à la présidentielle, vers 2009, là, quand le NPA avait été créé et qu'ils avaient une bonne dynamique, ils pouvaient espérer faire 9% à la Oui, présidentielle. oui, Quand même, j'avais pour vu un ça premier qui. profil, ça aurait été pas mal. Hein. Oui, il y avait une dynamique Besancenot. Besancenot avait une bonne image et puis il paraissait. Il avait une bonne maîtrise des dossiers. Alors là, j'ai les assistants. Je crois que j'ai retrouvé. Oui, voilà. J'ai deux choses. Déjà, je vais t'envoyer ça. J'ai une image où j'ai rangé les régions par taux de progression de lutte ouvrière par rapport à 2015 et avec un code couleur en fonction du coup du contexte. Est-ce qu'il y avait une liste PCF, est-ce qu'il y avait une liste France Insoumise par rapport à 2015. Donc, je vais t'envoyer déjà l'image et j'avais fait, hop, voilà ça, et je t'envoie le taux de progression de lutte ouvrière par région. Copier le texte, je t'envoie ça aussi. Voilà, j'avais fait ça un peu au moment des régionales, enfin après le premier tour. Et clairement, on voit que dans quasiment toutes les régions où lutte ouvrière a le plus haut taux de progression, c'est des régions où il n'y a pas d'ISPCFFI, alors qu'il y en avait une collée en 2015. Donc, notamment, il y a les Hauts-de-France, pas de cas, c'est le cas. Pays de la Loire qui est quatrième en progression, c'est le cas. Après, il y a Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est qui sont un peu différents, mais là, il y avait une liste à la gauche du PS, mais Bourgogne-Franche-Comté, c'était mené par quelqu'un du MRC, donc ça paraissait, enfin, c'était GRS, maintenant Gauche républicaine et sociale, et ça paraissait moins à gauche qu'une liste communiste. Et Grand Est, c'était mené par Filippetti, qui était une ancienne ministre d'Hollande, donc pareil, ça paraissait moins à gauche. C'est ça. Après, sinon, il y a juste le Centre-Val de Loire où la progression du ouvrière est assez faible par rapport au contexte politique. Mais sinon, on retrouve un peu quand même cet effet-là qui a quand même clairement joué. Mais moi, de toute façon, dans ma région, j'ai hésité entre lutte ouvrière et la liste PCF France Insoumise. Et au final, j'ai voté utile au premier tour, en quelque sorte, en votant PCFFI. Mais sinon, ça aurait été lutte ouvrière. Oh bah, moi, j'aurais une liste FI-PCF, j'aurais pas hésité. J'aurais fait même la campagne régionale avec joie, mais bon, j'avais les départementales déjà pour me mettre en joie. Ouais. Après, tu sais que mes relations avec le PCF ne sont pas forcément au beau fixe et que je suis assez critique de la ligne du Parti communiste et aussi de la France insoumise. Donc, après, je suis aussi critique de lutte ouvrière aussi. Hein. Il n'y a pas aujourd'hui de mouvement politique qui me correspond totalement, de toute façon. Oui, bah, de toute façon, c'est ce qui, à mon sens, est parfaitement sain, comme tu le sais, être critique à l'égard de ces trois organisations. Moi, je me définis comme un marxiste non encarté, avec une influence un peu libertaire du fait de. Je vais beaucoup finir ce live là-dessus. On a fait tout, on a parlé de sujets, on a parlé c'est pas mal. Oui, voilà. Et puis est-ce que tu m'autorises à la diffusion oui, quasiment 1h30. Est-ce que tu m'autorises à remettre la rediffusion de ce live sur ma chaîne YouTube secondaire? Oh, bah, tu fais comme tu le sens, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, je te demande comme on entend ta voix, c'est normal que tu aies ton mot à dire sur la politique dans 2 semaines à nouveau. Et on se retrouve sûrement mardi pour pour le cours où je vais regarder une émission du cours de l'histoire de vendredi dernier. Ou de jeudi dernier, je sais plus, mais que j'ai pas encore regardé en live, mais qui est assez intéressant, qui parle de l'émergence des mouvements écologistes en France, sur le plan politique. Donc on va l'écouter ensemble et j'en parlerai avec vous, parce que c'est un sujet que je connais un peu. Et sinon, on se retrouve en vidéo sûrement demain, où j'ai fait une petite vidéo sur... enfin petite, elle dure quand même plus d'un quart d'heure, un peu pour présenter l'avancée de mon mémoire. Je ferai régulièrement des petits vlogs, peut-être une fois par mois, sur comment mon mémoire avance. Donc le premier, c'est demain. Donc voilà. Et écoute, merci d'être passé, Nico. Et à la prochaine. Et puis peut-être un jour aussi, si tu veux passer parler de ton mémoire, ça peut être intéressant aussi. Pas de souci. Voilà.
À plus et à plus tout le Ah oui, monde. oui, bah Bonne moi du coup, soirée. je sais pas si j'ai réussi, je crois que je te l'avais dit. Mais pas. Ouais, c'est ça. Mais voilà, si un À jour plus. tu veux en parler plus en détail lors d'un live, ça peut être sympa. Comme ça permet je prévois d'essayer d'inviter des gens qui sont spécialistes, enfin, plus ou moins spécialistes d'un sujet en particulier